Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Bonjour Maxime. Bonjour Thierry. Merci de venir à la rencontre du notariat lyonnais. Pour ce Jury Minute épisode 6, nous sommes à l'étude Real Lex situé à Craponne. C'est parti. Bonjour Denis, merci de nous accueillir au sein de votre étude. On va commencer par peut-être le premier sujet. Ceci concerne le registre des bénéficiaires effectifs et notamment les formalités applicables en matière de transmission suite à décès. Oui. Bonjour Maxime, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Craponne au sein de l'étude. Donc oui, j'ai souhaité attirer l'attention des notaires, mes confrères, sur effectivement cet avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés qui regroupe en fait l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre des formalités consécutives au décès d'un associé. On a été confronté à l'étude par l'intermédiaire de plusieurs clients. Ils ont fait des dépôts de dossiers donc auprès des greffes qui ont été rejetés au motif que les greffiers demandaient des actes dont ils n'avaient en fait pas besoin. Ils demandaient notamment les certificats de propriété, voire des actes de partage, ce qui n'est pas en fait demandé par la nomenclature. Et le comité a eu donc à traiter de cette question et à confirmer que dans le cadre de ces formalités consécutives à un décès d'un associé, le contrôle du greffier ne pouvait être que formel et donc ils se contentent et ils ne peuvent pas demander d'autres documents que l'extrait d'acte de décès, le procès-verbal d'assemblée générale qui constate le transfert de propriété aux ayants droit. Et éventuellement après, c'est tous les justificatifs d'identité des parties, mais simplement là pour vérifier l'identité et la capacité des nouveaux associés. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous émettez un conseil particulier à vos clients ou justement est-ce que vous prenez pouvoir pour effectuer ces formalités ? Alors, effectivement, on a par suite effectivement des difficultés qu'on a pu avoir au démarrage de ces formalités, registre des bénéficiaires affectifs. De plus en plus de clients ont reçu effectivement des demandes et on a souhaité les accompagner et les avertir par anticipation dans le cadre des dossiers de succession en leur délivrant les informations et notamment en les intégrant dans les lettres de mission. Deuxième sujet, ça va concerner cette fois-ci les notifications de SAFER lorsque est projetée une cession d'un bien qui serait concerné par une zone PENA. Alors PENA, zone de protection des espaces agricoles naturels périurbains. Vous souhaitez nous faire une petite précision? Oui, alors en effet, j'ai découvert ça récemment, étant en métropole lyonnaise. Entre ville et campagne, nous avons effectivement assez régulièrement des dossiers qui sont soumis au droit de préemption des SAFER. Nous avons eu dernièrement donc à traiter d'un dossier qui, en plus d'être soumis au droit de préemption des SAFER, était soumis à ce droit de préemption au profit donc du département. Dans le cadre de ces effectivement protection des espaces agricoles et naturels périurbains qui porte plusieurs autres dénominations sur le reste du territoire français, les PEAN, les PANET, également je crois que du côté de l'Ardèche, il y a effectivement les pandas, etc., etc. Alors tout ça, des acronymes qui nous font sourire, mais la difficulté s'est révélée que la notification SAFER n'avait pas intégré en fait l'information selon laquelle le bien était situé dans ce périmètre et dans le cadre en fait d'une discussion que j'ai pu avoir en appelant la SAFER, il s'est révélé qu'il m'a été confirmé que les SAFER n'avaient pas en fait à vérifier si le bien était ou pas situé dans un tel périmètre. Cependant, il est de la responsabilité du notaire de vérifier tout cela. Il en appartient au notaire, dans le cadre de l'efficacité et la sécurité de l'acte qu'il va recevoir, de vérifier si oui ou non il doit indiquer dans la déclaration d'intention d'aliéner si oui ou non ce bien est situé dans une telle zone. Et ce n'est qu'à cette condition que la notification vaudra et sera opposable au département.
Sans quoi, on se retrouverait avec une décision de la SAFER qui pourrait être une non-préemption, voire une déclaration pour information, mais qui ne contiendrait pas donc cette information sur le périmètre PENAP, et auquel cas cette notification ne vaudrait absolument rien. Et voilà. La sanction, évidemment, de l'acte serait du coup... La nullité. Et je crois que il appartient au notaire d'être vigilant sur ce point. Et d'autant plus que, vous précisez, le formulaire adressé du coup à la SAFER ne mentionne pas cette particularité. Marion, Raphaël, merci beaucoup de nous accueillir. Vous avez souhaité ensemble aborder un sujet du quotidien, un sujet que l'on peut penser simple et pour autant il peut y avoir des conséquences périlleuses. Donc c'est celui du mobilier. Je vous laisse nous en dire plus. Effectivement, Céline, bonjour, merci. On s'est intéressé effectivement au cas des promesses de vente qu'on reçoit très souvent, dans laquelle on fait apparaître une liste de mobilier. C'est un cas de figure assez fréquent qui est à l'initiative soit des parties, soit de l'agence immobilière en charge de la négociation, de faire apparaître ce mobilier. Très souvent, notamment pour garantir l'acquéreur que ce mobilier qui a été négocié sera bien vendu, et qu'il soit bien détaillé et que voilà, tout ça soit respecté au moment de leur entrée en jouissance. Il y a aussi bien sûr un avantage fiscal qui n'est pas négligeable, puisque jusqu'à ce jour, l'administration fiscale accepte que l'assiette des droits d'enregistrement se voit diminuer de la valeur du mobilier. C'est l'article 735 du Code général des impôts qui prévoit cette tolérance, à la double condition que le mobilier soit listé dans l'acte ou dans une pièce annexe, article par article, et que cette liste soit ventilée et qu'on stipule donc bien un prix ventilé entre le mobilier et l'immobilier. Voilà, donc le principe de cette tolérance semble régulièrement remis en cause et nous craignons qu'elle finisse par disparaître totalement. Et alors ça, c'est une manière de dire attention, aujourd'hui c'est une tolérance mais elle n'est pas acquise, donc là on expose l'acquéreur à un risque potentiel de redressement sur le calcul des droits de mutation à titre onéreux, mais ça c'est risque acquéreur, mais on a un risque vendeur également, et c'est ça Marion que tu voulais soulever. Voilà, donc tout à fait aussi côté vendeur, donc on a une difficulté nous dans la pratique au quotidien. En fait en cas de vente, notamment quand on a un droit de préemption par exemple de la commune, un droit de préemption urbain qui doit être purgé, nous on va faire la déclaration d'intention d'aliéner donc au titulaire de ce droit de préemption, et on doit ventiler ce prix de manière à faire apparaître l'immobilier et également ce mobilier qui aura été valorisé. Donc là, le vendeur, il n'est pas forcément informé de ça, mais si jamais on a une préemption de la commune, il va préempter au prix de l'immobilier. Donc il va donc voir son prix de vente baisser d'autant, et ça, il faut vraiment qu'on puisse alerter le vendeur là-dessus. Oui, ça peut être la touche froide pour le vendeur qui potentiellement n'avait rien demandé et risque d'avoir un prix de vente largement diminué. Et notamment, c'est un conseil que vous formalisez dans vos actes pour avertir ce vendeur? Oui, justement, on en a parlé, nous, au sein de notre instance, aux dernières conférences du président, avec des confrères. Le cas se présente quand même très fréquemment. Et donc, on a décidé, d'une première part, d'alerter très clairement le vendeur pendant le rendez-vous de signature, que ce soit vraiment abordé comme sujet. Et puis surtout, du coup, d'insérer une clause de manière systématique quand le cas de figure se présente dans nos promesses de vente, qui serait donc une clause d'information. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, puisque cette clause a pu être intégrée dans les formules de Genapi. Deuxième sujet tout aussi pratique et qui relève également du quotidien, et un sujet d'ordre critique également, puisque vous nous faites une remarque on ne peut plus constructive sur notre modèle de procuration pour acquérir. Marion, tu voulais nous exposer où était la limite? Oui, Céline, tout à fait. On se retrouve régulièrement confrontés en fait à des clients qui ne peuvent pas se déplacer. On leur prépare donc des procurations pour acquérir, souvent au moment de l'avant-contrat, la signature de la promesse ou du compromis. Et on a remarqué en fait une petite faille au niveau de la rédaction de cette procuration, notamment pour la faculté de rétractation. Donc simplement pour rappel, la faculté de rétractation, donc c'est l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation qui la prévoit, et elle s'ouvre en fait pour chaque acquéreur non professionnel qui achète un bien immobilier à usage d'habitation. Donc en fait, quand on a ce type de procuration, on a également dans la procuration l'exercice de cette faculté de rétractation qui est donnée en fait en délégation au mandataire. Et
En conséquence, c'est ça que vous modifiez. Hein. Raphaël, vous avez repensé la méthode, vous proposez une autre alternative, celle qui est de surtout pas donner ce pouvoir-là au mandataire. Oui, en tout cas de proposer une alternative. Effectivement, parce que la solution de déléguer clairement l'exercice de la faculté de rétractation nous paraissait pas forcément conforme à l'esprit du texte. Alors je pense qu'il n'y a pas d'obstacle juridique, mais on considère que cette faculté de rétractation, elle a été pensée comme une véritable protection de l'acquéreur contre lui-même et que aller jusqu'à déléguer l'exercice même de cette faculté n'est pas forcément conforme à l'esprit du texte. Donc on a effectivement pensé à une clause qui permet une autre alternative qu'on a privilégiée, qui prévoit bien sûr que le mandant conservera l'exercice de la dite faculté. À cet effet, l'avant-contrat avec ses annexes sera notifié au mandant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le mandant pourra lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire notifier l'exercice de la faculté. Parce que bien sûr, d'un point de vue matériel, il peut avoir besoin que ce soit le mandataire qui envoie le recommandé, mais c'est bien sa décision qui est conservée. Alors on fait beaucoup de lettres recommandées électroniques effectivement. Pour ce faire, il faut en fait que la personne qui va ouvrir ce droit de rétractation, enfin à qui on ouvre ce droit de rétractation plutôt, doit bénéficier en fait de certains codes pour ouvrir ce recommandé sécurisé. Donc là aussi on se pose la question de savoir à qui on remet ces codes en présence d'une procuration. En tout cas les procurations pour acquérir ne le prévoient pas. Nous on ne voit pas d'obstacle à remettre en fait ces codes-là au mandataire qui est bénéficiaire de la procuration. Il faut simplement en fait adapter la rédaction de la procuration. Et là, on a également prévu, nous aussi, donc une clause à l'étude où on prévoit donc, que le mandant donne tout pouvoir au mandataire à l'effet de se faire remettre par le notaire rédacteur de l'avant-contrat une liste de codes individualisés et personnalisés lui permettant de réceptionner le pli recommandé qui lui sera adressé par voie électronique par l'entreprise AR24 notamment. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Maxime, bonjour Céline. Bonjour. Alors le 1er janvier 2020, c'est demain. Quel réflexe avoir en matière de changement de régime matrimonial? Bon, comme tout le monde le sait, la fiscalité change. En fait, il y aura une fiscalité sur les apports en communauté à partir du 1er janvier 2020. Le flou est levé, donc nous sommes plutôt rassurés dans la pratique professionnelle puisque c'est vraiment l'acte de changement de régime en lui-même qui est le fait générateur de l'impôt. Donc pour tous mes changements de régime intervenus avant le 31 décembre 2019, je continuerai à être exonérée de CSI et de TPF. Et un deuxième réflexe à avoir en matière de publication, avec en pratique une attention particulière à apporter sur le Tout à fait. Et oui. Alors la DGFiP a bien précisé que les intérêts et les pénalités de retard commenceraient à courir un mois après la fin du délai d'opposition des enfants et des créanciers, donc l'extinction du délai de 3 mois. J'ai 1 mois pour envoyer le tout au SPF. Sinon, mes intérêts et mes pénalités commencent à courir. Attention à bien se mettre une alerte. C'est souvent en pratique qu'on laisse un peu filer ce délai de 3 mois et qu'on envoie tout au SPF bien après le mois qui suit les 3 mois, puisqu'on envoyait tout au moment du dépôt, qui pouvait des fois même avoir lieu des mois et des années plus tard, qui ne s'est pas rendu compte juste avant de recevoir sa vente que l'apport n'avait pas été fait. Là, attention, puisque les intérêts et les pénalités seront dus en cas de dépassement de délai. Vous verrez, dans nos modèles d'actes qui permettent d'accomplir les formalités à la publicité foncière, nous prévoyons les 2 régimes sur une période transitoire, celle où on est encore sous le coup d'une exonération parce que l'acte de changement a été signé avant le 1er janvier, et bien sûr un paragraphe où on peut calculer la TPF et la CSI dans la mesure où l'acte de changement a été signé depuis le 1er janvier. Merci beaucoup Sophie. Merci Sophie. À vous. Toute l'équipe pour votre accueil. Merci à vous. Et puis rendez-vous au prochain Jury Minute. Au revoir. Au revoir.